Oui, nos podcasts en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Is the end, is the end, is the end of the month. C'est la fin du mois. À la fin du mois. Ouais, Oui. WCW, c'est terminé. Ouais, jusqu'à l'année prochaine. Jamais. Ben là, calme-toi, là, jamais. Ah, Là. C'est le fun de faire ça, là. C'est le fun en crime. C'est C'est un le fun changement. parce que ça nous sort un peu de notre zone de confort parce Je que. savais t'apposer ça. Ouais, je sais. Mais zone de confort parce qu'on connaît, on est plus des statisticiens de WWF. Ouais, ben oui, ben des fervents plutôt aussi. C'est ça. Mais il y a une couple de petites mines d'or qui se cachent derrière la WCW. Puis j'ai l'impression que celle-là, c'en était une mine d'or cachée. Agua 96? Ouais. Non? Une couple de bons moments, mais en général, je te dirais que c'est pas mal ordinaire. Là. À part peut-être le décor que j'aime pas. Là. Moi, je trouve ça nice. Moi. Ah ouais? Ça va bien. Mais toi, t'aimes pas les shows dehors. Hein? Ben, j'aimais les shows dehors dans le temps qu'il n'y en avait pas à tous les années. Là. Ouais, mais là. Tu sais, mettons, c'était WrestleMania 8 avec Flair et Macho Man là, que je parle tout le temps. Là. Ouais. Au Tu sais, jeu la première d'ombre fois à que j'ai vu ça Indianapolis, ouais. première fois que j'ai vu ça sur Colosseum Vidéo, je capotais avec la lumière dans le stade. Je suis comme, ah, c'est bien nice ça. Tu sais, puis à cette heure, ben, je suis comme. Flash forward 30 ans plus tard. Puis... Mais je pense que la rareté fait aussi en sorte qu'à un moment donné, quand tu vois pas quand c'est un peu comme les pay-per-view, là. Tu sais, quand tu vois les pas une Money in the Bank. Money in the Bank, c'est moins pire, là, mais mettons LNSL avec 3-4 LNSL dans un show, tu sais, ça devient plus. C'est plus vraiment spécial après. Là. Non, c'est sûr que ça perd son lustre, mais en même temps, c'est quand même cool. C'est un beau concept, je trouve. Puis ça fait des beaux visuels 3/4 du temps. Là. Puis, évidemment, tu l'as dit, Hogwarts 96, puis c'est aussi le premier pay-per-view après le turn d'Hogan. Donc, c'est un peu dans l'air d'aller de la WCW. Là. C'était dans les bons moments, là, en 96, là, il était hot. Là. Il était red hot dans ce moment-là. Ben, il était hot. Il était correct, mais c'est après ça que ça va commencer là, à faire la saison fulgurante. Là. Je regarde la carte, là, à part le deuxième combat que je vais skipper. Là. Arrête. Toi, on sait bien, toi et puis le Japon. Mais à part le deuxième combat, là, la carte est solide en tabarouette. Là. Des bons matchs. Des bons matchs. En tout cas, sur papier aussi, là, c'est quasiment une dream card là, sur papier. Ouais, quand même. Ben, mais avant de faire le rétro review, je voudrais vous inviter, mesdames et messieurs, à aller voir le dernier podcast qu'on a fait la semaine dernière. Ah oui, oui. Justement, on en a parlé la semaine dernière parce qu'on a parlé du match qu'on va parler aujourd'hui à Aguirre, mais la biographie sur les Steiner Brothers, les deux frères Steiner, évidemment, leur carrière complète à la WCW, WWF, leur mini-passage, leur retour à la WCW, le Japon, la TNA, un petit peu, puis leur rivalité qu'ils ont eu à la WCW, un contre un. Puis évidemment, on parle pas de Scott Steiner, Big Pop tout seul. Puis on parle pas de Rick Steiner tout seul, mais on parle vraiment de l'équipe, les Steiner Brothers, qui selon moi, selon moi, la deuxième meilleure équipe de tous les temps en arrière de les World Warriors. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Ah ouais. Puis on va savoir si ton opinion personnelle vaut quelque chose avec le tournoi qui a déjà lieu depuis le début de la semaine quand vous êtes allé voter. Mais là, pas depuis ça commence cette semaine. Ça commence demain. Je sais, c'est parce que là, on enregistre, puis je me suis trompé d'une semaine, je sais. Là, tu m'as fait peur parce que j'ai fait comme, hey, j'ai oublié de mettre les matchs. Non. On enregistre, dans le fond, on enregistre ça quand même quasiment short notice, là, quasiment, là, mais bon. Ceux qui savent pourquoi le savent. Quel âge qu'elle a, le décalage? Ouais, c'est ça. Fait qu'allez voir ça, le tournoi qui commence cette semaine lundi avec un premier match-up qui va être intéressant, puis tout le reste aussi. Fait qu'allez voir ça sur Twitch, pas sur Twitch, mais sur Facebook et Instagram. Pas de Twitter parce que ça suck. Ouais, puis je veux juste préciser aussi que c'est un tournoi à 16 équipes, fait qu'évidemment, il va y avoir des oubliés. On ne pouvait pas toutes les mettre, mais les 16 équipes qui sont là sont dures à tasser. Puis ils ont toutes, un moment ou un autre dans l'histoire de la lutte, tu sais, il n'y a pas de. Tu sais, je ne vais pas nommer de nom, mais tu sais, mettons, si tu parles de mauvaise équipe, là, mettons, je vais nommer un nom. Mettons, la pire équipe, c'est New Age Outlaws, mettons, quasiment.
Puis, tu sais, ça a été important dans l'ascension de la deuxième DX parce que sans eux autres, je pense pas que la deuxième DX aurait duré aussi longtemps. Ils ont été très importants. Puis leur carrière aussi, c'est important pour eux autres. Oui, en effet, ben oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste pour vous donner une idée comme quoi que le tournoi va être solide. Ça, j'en ai aucun doute. C'est tout. On est conscient quoi de dans ce temps-là? Ben, moi, habituellement, on va dire review, c'est ça? Je commence à m'habituer à quelque chose. Hein. On va dire sur review, c'est ça? Il n'y a rien d'autre avant, me semble, d'habitude? Oh, oui, quelque chose avant. Attends, une petite musique. Et oui! Dans la vraie vie! Le segment, j'avais deviné à Maro, il y a dans la culture populaire autour du PV qu'on va reviewer aujourd'hui, qui est Hogwarts 96, qui est au mois d'août 96. Quelle date pour être plus précis? Le 10 pour être plus précis. Voilà. Donc, on commence avec la catégorie numéro 1 comme d'habitude. Ce sera numéro 1 en Amérique du Nord. En 96, moi, à Star, je veux des indices parce que j'ai le cerveau ramolli. Groupe ou simple? Groupe. OK. Fille ou garçon? Gars. Je vais dire 98 Degrees. Et non, c'est la Macarena des B-Side Boys Remix. Est-ce que je te fasse une confession? Quoi? Je ne savais même pas que ceux qui chantaient la Macarena, c'est un groupe. Ah ouais, c'est un groupe. Ils sont deux, là. C'est pas un vrai groupe. Ben, un duo, un groupe, là. Mais là, c'est un remix, fait qu'ils ont pris d'autres personnes pour les aider à travailler. Oh, tabarnak, attention, on se sont gâtés là. C'est pas rien, remix, là. Parfait. Bref, chanson numéro 1 au Québec. Je pose les mêmes questions. Garçon, fille? Gars. Simple ou duo ou un groupe? OK. 96, hein? J'ai tenté d'y aller pour Éric Lapointe. Avec... Qu'est-ce qu'il chantait en 96? Avec... c'est peut-être plus... Mary Stone, t'es. Mary Stone, ok. Je sais pas si c'était en 96, mais elle m'a dit ça. Peut-être. Et non, c'est Daniel Bélanger avec Les Deux Printemps. L'homme que tout le monde aime, Daniel Bélanger, puis je me suis toujours demandé pourquoi, parce que moi, j'aime pas sa musique personnellement. Je le respecte, mais... T'as dit ça à un podcast, là, genre même pas un mois et demi, t'as jamais six d'affaires. Pour vrai? Pourquoi le monde? T'as dit lui, puis t'as dit un autre. Daniel Lavoie, je pense que t'avais dit aussi que le monde aimait. Non, Daniel Lavoie, c'est pas le gars qui faisait les recettes, ça? Non, ça c'est... non. Daniel Pinard. Ah, Daniel Pinard, ouais, c'est ça. C'est pas le même. Pourquoi que j'ai Daniel Pinard? Il me donne dans les mains. Ben voilà. Quoi? Ben c'est un sketch réel Bélan, tu comprends? Ah, ok. Ouais. Film numéro 1 au box-office. Ben là, c'était un sketch réel Bélan dans son spectacle. Tu sais pas c'est quoi? Moi, je sais quoi. Si tu connais pas ça, je m'en fous. En 96? C'est pas de ma faute à moi si t'as pas dormi pendant... Hey, toi, là. Il y a plus de tweaks, moi, je pense, là-dedans. Là. En 96, le fils au box-office américain? Le fils au box-office, ouais. Le film numéro 1 au box-office, oui. Je vais dire Le Masque avec Jim Carrey. Tu m'as pas donné le temps de donner d'indice. Tu voulais pas d'indice? Ah, ben, je donne-moi un indice. Ben là, tu l'as pas eu, là. Il est trop tard, mais... Ben, donne-moi un indice, je vais voir si je l'aurais eu avec ton indice de quelqu'un. C'est un homme... Écoute, t'avais dit quoi déjà, Jim Carrey, t'as dit? Le Masque, ouais. C'est dans le même genre d'acteur, là. Mais c'est un film où... donner un gros indice, là. Il retourne à l'école, ce gars-là. Billy Madison? Et non, c'était Jack, avec Robin Williams. Oh, je l'aime, ce film-là. Je l'avais en VHS, en fait. Ouais, avec... c'était pas Jennifer Lopez, son prof, là-dedans? Ouais. Ça fait pas, là, mais... Non, pas vraiment. Mais c'est vraiment bon, ce film-là, puis c'est touchant aussi. Ok. Tu l'as jamais vu, quoi? Oui, j'ai déjà vu, c'est sûr, mais... Ok. Très bon. Ça jouait à la télé dans le temps, mais maintenant... Ouais. Comme n'importe quoi à TV, à TQS. Jeu vidéo sorti alentour. Donner un indice, c'est un jeu de bataille. Puis c'est au PlayStation 1. Je vais dire Final Fantasy 3. C'est pas un jeu de bataille, Final Fantasy? Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est un jeu de quête. Ok, je vais dire... À chaque fois qu'on dit jeu de bataille, j'ai soit de la lutte ou Street Fighter, j'ai pas d'autres mots dans la bouche. On va dire Street Fighter. Et non, c'était Tekken 2 sur le PS1. Oui. C'est un bon guess. Street Fighter 2, ça aurait pu. Ouais, mais Tekken, je jouais au premier Tekken. Je me suis rendu jusqu'à Tekken 3. Après ça, j'étais un peu Keten. J'ai arrêté de jouer.
Non, Tekken, pas Keten. Ah, ok, excuse. Dans le monde du sport, c'était la fin des Jeux olympiques d'Atlanta d'été. Je te dis qui a gagné la médaille en course, c'est Donovan Bailey. Ouais, les 26e, pour être plus précis. Tu ne pas demander si Donovan Bailey qui a gagné la médaille d'or. Ben, tu me l'as dit. Kurt Angle aussi. J'ai pas eu le temps de te le demander. Si tu l'as déjà dit avant que je puisse répondre. Angle aussi a gagné sa médaille d'or aux Olympiques d'Atlanta. Avec un broken freaking neck, bien sûr. Ouais, exact. Et pour terminer, sur le WCW Magazine du mois de août 96, on retrouve nul autre que ceux qu'on a fait de la bio la semaine passée, les Steiner Brothers. Ah ben regarde ça, toi, on dirait que c'est arrangé. Les Steiner Rise de Rick and Scott on the hot seat. Ouais. Donc voilà, c'est conclu dans la vraie vie. Merci beaucoup d'avoir participé. C'était le fun, celle-là. J'ai aimé. Ouais, parfait. Good. Seulement, je trouve ça plate ton jeu, là, mais... Non, c'est pas vrai, ça, menteur. Tu l'aimes souvent, quand je le fais. Faudrait... tu sais, on a le quiz, on a dans la vraie vie, mais... Ouais. Il n'y a rien que moi que j'aime, que... Ça serait le fun qu'on fasse de quoi que moi que j'aime. De quoi que Parce t'aimes? que tout à toi, hein. Tout ce qu'on fait, ça t'appartient. De quoi, il n'y a rien qui m'appartient là-dedans? Dans la vraie vie, le quiz, moi, faudrait trouver un autre jeu. Là. Si t'as pas d'idée, c'est pas de ma faute. Trouver une idée, on va le faire, ça ne dérange pas. Si je n'ai pas d'idée, mais là, trouve-toi quoi? Tu charles pas si t'as rien trouvé, puis tu trouves quoi le jeu à faire. Trouve-toi un jeu, on va le faire, ça ne dérange pas. En tout cas. Marc-là, donc, trouve-toi un jeu. Ah non, c'est marqué je t'emmerde. Bon, ok, ben tu joueras pas à rien si tu trouves rien, ça ne me dérange pas. Moi. Parfait. En tout cas, dans le temps que Dave était là, c'était plus le fun. Il n'y a rien qui t'empêche de le téléphoner, à moins qu'il te répondra peut-être pas, là, mais bon. WCW Hog Wild est le premier pay-per-view de ce nom, qui a eu lieu le 10 août 96 en direct du rallye de motocyclette de Sturgis au Dakota du Sud, évidemment dans les États-Unis. Et à partir de l'année suivante, là, on va échanger pour Road Wild pour éviter des poursuites de Harley Davidson qui n'avait pas aimé ça, qui appelle ça ce show-là Hog Wild au début. Puis quand je dis poursuite, je ne parle pas de poursuite en moto, je parle vraiment genre en justice, là, au cas où. C'est quand même des motos. Là. En même temps, c'était plus un jeu de mots pour Hulk Hogan. Là. Non, je pense pas que ça soit ça. Non? Parce que moi j'étais sûr que c'était ça. Là. Hog Wild, je pensais que c'était... Ben oui, j'étais sûr et certain que c'était ça. OK. Non, c'est pas pour ça. C'est pour Harley Davidson. C'est le nom de l'abréviation d'Harley Davidson. Je sais pas c'est quoi le nom exact, là, mais c'est l'abréviation de ça. Moi, je suis plus un gars de moto, de bicycle à pédale, pas de motocyclette. Je te crois. Et le show avec une cote d'achat de 220 000 foyers qui ont acheté le pay-per-view à la télévision à la carte. Puis non seulement il y a eu évidemment le pay-per-view, mais il y a eu le show Saturday Night qui avait eu lieu avant, qui était enregistré le soir même avant les matchs. Mm-hmm. Puis il y a 8 combats au total. Donc voici les résultats. Public Enemy ont battu Rough and Ready, l'équipe composée de Mike Enos, l'ancien Blake Beverly, et de Dirty Dick Slater. Conan a battu Chavo Guerrero Jr. Les Nasty Boys ont battu High Voltage. Alex Wright a battu Earl Robert Eaton. Ming et Brian et le Taskmaster Kevin Sullivan du Donjon of Doom ont battu Joe Gomez, Jim Powers et Mark Starr. Dave Taylor a battu Monsieur GL. Diamond Dallas Page. La classe. A eu le dessus sur le Renegade. Et pour finir, Arn Anderson a gagné son combat contre Hugh Morris. Quand même 8 matchs en 1 heure, c'est quand même pas pire. Ouais, ben c'est un peu quand ils font des tapings, là, tu sais, quand il y a trop de matchs après des shows réguliers, mettons, là. Tu sais, mettons, quand t'enregistres un Dynamite, un Collision, un Rampage, puis des shows par rapport de Ring of Honor, là, ça, ben oui, arrête donc chialer. Tony Schiavone commence le show en parlant du corps de l'événement de la soirée de ce soir. Puis il y a une vente depuis un hélicoptère qui monte l'aréna pour ce soir de toute sa splendeur. Puis moi, comme je l'ai dit tantôt, je trouve ça très beau. Bon, tant mieux pour toi. Les commentaires de la soirée sont Tony Schiavone, The American Dream, Dusty Rhodes et Bobby The Brain Heenan, qui sont dans leur tenue vestimentaire du soir, de la soirée, en moto. Schiavone, on dirait que c'est un des gars de Wayne's World. Ouais, un peu. Ouais. Puis, il me semble que Bobby ne fait pas avec les deux autres. Non, l'autre qui a l'air... c'est ça, il a l'air de ce qu'il a l'air. Il nous parle du dernier principal de la soirée avec évidemment le Giant, le champion du défendant de la ceinture de WCW, qui va affronter Hollywood Hulk Hogan pour le championnat des poids lourds. Puis avant de descendre vers le ring pour le match numéro 1, qui est le match numéro 1, évidemment. Rey Mysterio Jr. contre Ultimo Dragon. Il est marqué Ultimate, mais c'est Ultimo. Tu vois, il n'y a pas juste moi qui fait des fautes. Ah, mais c'est parce qu'ils l'ont mal traduit, les autres. C'est comme toi.
Ah, c'est peut-être moi qui l'ai traduit. Non, je pense pas. Le trahi, il m'a pas traduit. Bon, c'est ça. Il était accompagné par Sonny Ono, le cruiserweight de la WCW. Et l'arbitre du match est Nick Effin Patrick. Menteur. Tu l'adores comme moi. Non. Menteur. T'es menteur. T'es marabout. T'es plate. Pity. Plus Pity. Tom Pity. Hey, Tom Pity. Puis Lord Breakers. Ouais. Mike Tony rejoint le bureau des commentateurs, comme il faisait normalement pour les matchs internationaux à la WCW. Et le match commence avec Dragon qui tente un sidekick, mais Mysterio s'écarte. Et Mysterio le met au sol avec un leg sweep, il bloque un Indian Deathlock par la suite. Après ça, Dragon se ferait un chemin et le fait rouler Mysterio pour un compte rapide de 2. Et après ça, Dragon prend le contrôle avec un chinlock et un scoop slam. Ça, Mysterio se remet sur pied et glisse sous Dragon, mais il se fait ramasser avec un spinning heel kick qui fait tomber Mysterio au sol. Les deux hommes se remettent sur pied et échangent des attaques rapides pour des allers-retours athlétiques impressionnants, évidemment, comme seul Mysterio et Dragon savent le faire. Ça, Dragon le met au sol avec une série de coups de pied et frappe un dropkick sur Mysterio. Il le jette dans le coin et lui fait un handspring back elbow. Après ça, Dragon frappe un running powerbomb, mais prend la même de couvrir pour le compte de 3. Ça, Dragon met Mysterio dans un figure 4 modifié, mais Mysterio se bat et arrive dans les cordes pour le bris, pardon. Ça, Mysterio sort du ring pour se regrouper et quand il revient sur le ring, il est pris dans un crucifix. Ultimo Dragon le pousse dans le coin, il lui porte quelques chops. Après ça, Mysterio renverse un whip dans l'autre coin, il lui porte un springboard dropkick. Ça, Dragon est à l'extérieur du ring, mais Mysterio lui porte un baseball slide. Après ça, Dragon est dans la terre et Mysterio arrive avec un autre springboard et sort de Dragon. Un mot très impressionnant. Puis quand je dis dans la terre, c'est que le ring était sur une plateforme qui, en bas du ring, c'était genre le sable. Fait qu'il il a fallu qu'il jump le ring, le ringside. Je pourrais aller jusque dans la terre. Fait que c'est quand même un crise de beau spot. Là. Ouais. Les hommes remontent sur le ring. Mysterio arrive avec du duo avec un Hurricane Rana. Et Dragon envoie Mysterio à l'extérieur du ring à un autre chose chassé. Et après ça, Dragon le poursuit avec un splash. Mais Mysterio est le premier à se relever. Après ça, par la suite, il soulève Mysterio pour un autre running powerbomb. Mais Mysterio le transforme en Hurricane Rana pour un compte de 2. Et après ça, Mysterio essaie à nouveau depuis la deuxième corde. Il réussit cette fois un Hurricane Rana pour faire un compte de 3. Couvrir Dragon, remporter la victoire à 11 minutes 35. Toujours champion Cruiserweight de la WWE, Rey Mysterio Jr. C'est 11 minutes 34, mais je ne veux pas t'assassiner pour une seconde. Ben, trop tard. Ah, OK. Pour pas le nommer. Pour pas le nommer, ouais. Excellent match, hein? Excellent match. Ça, c'est toujours le bon match pour commencer un show, je trouve. Un high-pace match. Évidemment, on le répète à chaque fois qu'on fait un show de la WCW, mais Cruiserweight Division, c'est ce qu'il y avait de meilleur de WCW, à l'exception peut-être de Sting puis de la NWO, en tout cas du heel turn, puis le début de la NWO, la première année. J'avais marqué dans mes notes bombe de fou, ben, c'est celui que tu as parlé à l'extérieur du ring avec Rey Mysterio. Là, c'est vraiment crissement impressionnant. Puis le temps de match aussi est bon. C'est pas trop long. En bas de 15 minutes, rapide. C'est deux gars qui ont mis la division Cruiserweight sur leurs épaules. Ils font partie peut-être des 6-8 Cruiserweight qu'on reconnaît partout, que tout le monde connaît à cause de cette division-là. Même ceux qui regardaient moins la WCW, je pense qu'ils peuvent se relater à cette division-là, puis ils connaissent tous les gars d'autres voltiges. Fait que excellent premier match. Ouais, excellent opener, puis quand tu veux commencer un show de la bonne façon, ben, tu fais appel à la division Cruiserweight, c'est immanquable que ça va marcher. Succès sur toute la ligne. Pour ce match-là, je vais donner à ce combat 3 et 3 quarts sur 5. Parfait. Moi, j'ai donné 3 et 1 quart sur 5 pour ce combat-là. Parfait. Et Mysterio va rester champion jusqu'à Halloween Havoc de la même année en perdant la ceinture contre Dean Malenko. Ultimo Dragon va battre Rey dans un rematch à World War III. Il va aller à rivalité avec Malenko dans entre autres, un combat champion contre champion Cruiserweight dans le cas de Dean et Super J Crown dans celui de Ultimo Dragon. Et le Dragon va remporter le titre de Malenko à Starrcade. Et après une intervention de Mean Gene Okerlund et une autre de Tony montrant les images du rallye de Sturgis, on a ensuite le match numéro 2. Scott Norton contre Ice Train avec l'arbitre du match, Randy Anderson. Et les deux formaient une équipe appelée Fire and Ice, une couple de temps avant le pay-per-view.
Mais ça s'est tourné. Scott Norton s'est tourné contre Ice Train pour aller en solo après. Puis, dans le fond, c'est comme quand Hogan et Macho Man sont séparés, la même affaire. Même affaire, sauf que les deux sont pas bons. Non, c'est une joke, c'est pas pareil, certain. Puis, l'affaire, par exemple, une affaire qui est hot, par exemple, c'est la tune d'Ice Train, elle était écœurante. Je sais pas si tu l'as déjà entendu, là, ou tu n'as pas attention, c'est sûr, certain. Ça fait un bout que je l'ai écouté, fait que je me souviens pas. Là. Mais elle est weird, mais elle est drôle, elle est bonne. J'aime bien. Je vais la réécouter, on va réécouter ça. Ouais, tu l'écouteras à la fin du podcast, parce qu'après la Riba, c'est ça qui va jouer. Ben là, man, faut pas t'en mettre les grands succès non plus. Là. Les grands succès des grands blonds. Les grands succès de la WCW. Ouais. Et Contact pour commencer le match avec Norton qui porte une série de chops. Après ça, il envoie Ice Train au sol, mais il se relève avec les hommes, s'échange des gros coups par la suite. Norton met Ice Train au sol avec un coup de bélier, il lui donne un autre coup de pied sur l'épaule blessé ensuite parce que Ice Train a l'épaule taped up, un peu comme DDP d'un côte, mais lui c'est dans le bras. Il jette Ice Train à l'extérieur du ring, il le projette sur le poteau, l'épaule première, puis il le fait rouler sur le ring, il continue l'assaut dans le coin. Après ça, Ice Train se relève et met Norton au sol. Ça ne dure pas longtemps par contre. Et Norton continue de le punir avec d'autres chops dans le coin. Après ça, il continue de le piétiner, il lui écrase le visage contre le tapis. Et après ça, Ice Train riposte à nouveau et met Norton au sol avec quelques chops de son côté. Après ça, Norton bloque l'attaque et ramène Ice Train au sol. Et pas longtemps après ça, on a un shoulder breaker de la part de Norton sur Ice Train. Puis il le place dans l'armbar qu'on a vu sur YouTube. Ouais. Et l'arbitre finit par sonner la cloche. Gagnant par soumission, Scott Norton. Évidemment, c'est un match de 5 minutes. Fait en 5 minutes, avec deux gars de même, tu t'attends pas. C'est pas un match de speed, mettons, que tu vas dire oh, ouais, tu m'as écouté ça. Fait que je vais dire, au moins, ça n'a pas été long. Au moins, il n'y a pas eu de botch. Puis, la seule affaire que j'ai aimé du match, c'est sûr que j'aurais aimé peut-être un 5 minutes de plus? Non. Okay. J'aurais pas aimé avoir plus de temps, mais tu sais, un jeu un peu comme un Braun Strowman, Bronson Reed, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, c'est sûr, ça aurait pu être impressionnant, mais la psychologie de Norton dans le match est bonne, le fait qu'il travaille la blessure, ça fait du sens. Fait pour ça, faut que je leur donne, c'est bon. En plus, il est big au Japon. Mais sinon, ben non, c'est pas un match qui m'intéressait à la base, mais ils n'ont rien fait pour que je fasse comme c'est dégueulasse, mais vu que c'était 5 minutes, vu qu'ils ont juste travaillé le bras, la blessure, en fait, le bras, j'ai donné un 1,5 sur 5. Encore le gros monsieur un peu dull, là, big man slapping meat, mais c'était pas si intéressant que ça, c'était un peu dull comme j'ai dit. Mais au moins, avec la blessure, au moins, ça donne une excuse de ne pas faire un bon combat. Tu sais. Ben ouais, il y avait une histoire dans le match, là. Il comptait une histoire avec le move qu'il faisait puis la blessure d'Ice Train, c'est correct. Ouais. Je donne à ce match-là 1,15 sur 5. Ouais. T'avais donné quoi à l'ennemi, toi? 1,5, ouais. Non, correct. C'est peut-être un petit point, c'est peut-être une petite coche de trop, mais en même temps, je m'attendais vraiment à rien. Puis tu sais, j'ai rien passé, mais j'ai aimé pareil que c'était censé. Oh ouais. Pour ça, j'ai donné ça. Ouais. Et là, ils vont se raffronter à Fall Brawl en septembre dans un combat de soumission où Ice Train va avoir sa revanche contre Scott Norton. T'as hâte de faire ce pay-per-view-là? Bon, on l'a déjà fait, je pense. Fall Brawl 96, ouais, t'as raison. On l'a déjà fait, ouais. Avec ouais. Hogan puis Flair sur le cover. Là. Ouais. Yes. Il se rend parlant de Flair, il se rend un package vidéo sur Ric Flair, justement, où il y a quelques mois à dire à la NW. Il parle de la douleur que ça lui a fait quand la NW a attaqué son meilleur ami, Arn Anderson. Puis Flair dit qu'il a décidé que la New World Order et les Horsemen pouvaient survivre ensemble, mais ils ont dû faire y aller et tracer une ligne dans le sable après qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis Flair dit que les Horsemen et la NW vont arriver à un point critique et que ça sera pas beau à voir. Après ça, on a un commercial pour vendre des t-shirts Hog Wild avec Jimmy Hart. Alors voilà. Il n'y a pas ça. Match numéro 3. Bull Nakano avec Sonny Ono contre Medusa dans la bataille des bicycles avec l'arbitre du match, Randy Eller. Et le but du match, et en fond, le but du match, le gagnant du combat va pouvoir smasher en 1000 morceaux le motocyclette de l'autre. Un beau combat thématique. Ça, on aime ça. C'est toujours bon, ça. Puis, est-ce que tu veux savoir pourquoi... Ben, je pense que c'est sûrement, là. Mais est-ce que tu veux savoir pourquoi Medusa s'appelle Medusa? Oui, moi, je veux...
Moi, je veux pas le savoir. Moi, je veux pas le savoir, mais les auditeurs, je suis sûr qu'ils veulent le savoir. Mais à la base, tu sais-tu? Ça, je veux savoir. Non, je le sais pas. OK, parfait. Ben, Madusa, c'est pas compliqué. Elle s'appelle Madusa parce que c'est pour rendre hommage aux États-Unis. Elle est faite aux États-Unis, fait qu'elle est made in USA, fait que Madusa. Très mauvaise idée. Mais le nom est quand même beau quand tu vois, quand je le savais pas, je trouvais ça beau. Là, à ce que je le sais, je trouve son nom dégueulasse. Ben là, made in USA, mais elle a juste enlevé le E et elle a mis tout ça ensemble. Elle a combiné les deux. Là, ce que tu viens de faire là, c'est vraiment horrible. Tu viens de me convertir, ça marche pas ce que tu as fait. C'est méchant. Bon, ben, au pire, c'est pas grave. Maintenant, on va continuer même si t'es pas dedans. C'est pas grave. Et Nakano commence le match rapidement et frappe Madusa avec des coups de poing dans le dos. Après ça, Madusa riposte, mais Bull Nakano l'a fait tomber par les cheveux. Une prise qu'ils font souvent dans les combats de femmes. Là. Ils tiraient les cheveux de même. Puis, surtout Madusa faisait ça souvent. Là. Surtout à l'époque. À cette heure, tu vois plus ça souvent. Et pourtant, c'est l'une qui pourrait faire, qui pourrait savoir ça, c'est bien Bull Nakano. Hein, il a la coiffe qu'elle a. Elle continue de fouetter Madusa partout sur le ring et commence à travailler sur elle dans les cordes. Pendant que les fans scandent USA à Nakano alors qu'elle ramène Madusa au tapis. Et parce que Madusa ne vend pas l'attaque, il se remet sur pied et il fait tomber Nakano au tapis avec une succession de Sling Blade. Yark. Alors, ce Madusa vaut plus une fois de trop et Nakano l'attrape dans une prise de soumission qui est un sharpshooter où il tient les bras de Madusa, comme on peut voir évidemment sur YouTube. Si vous voulez un aide-mémoire un peu plus récent, ben quand même pas si récent que ça, là, mais c'est la submission que Page faisait à WWE. Oui, exact. Nakano, avec un DDT comme Randy Orton, mais de la troisième corde ou la deuxième, innovatrice même. Et il couvre Madusa pour le compte de 2. Après ça, jette Madusa dans les cordes, mais elle revient avec un Hurricane pour un autre compte de 2. Madusa frappe un spinning heel kick pour un autre compte de 2. Hein, il y a beaucoup de near fall dans ce combat-là. Ouais. Et après ça, Madusa avec une souplesse germaine en pont pour un 2 encore une fois. Arrêtez-moi si vous l'avez jamais entendu celle-là. Nakano se remet sur pied, mais Madusa frappe un sunset flip pour le compte de 2. Puis Nakano avec une souplesse arrière, puis on a ça un petit manque de communication. Là. Ils veulent faire le spot où la personne qui se fait faire arriver les épaules, elle lève son épaule avant le 3, puis l'autre personne qui fait le move, elle ne sait pas. Là. Fait que c'est elle qui se fait compter ses épaules. Sauf que ça a comme pas marché, puis je sais pas, ils ont eu un manque de communication, puis elle a levé son bras trop de bonheur, ou je sais pas trop, puis c'était compliqué, là, c'était pas beau. Mm-hmm. Ouais. Parce que tout de suite après, sunset flip de Bull, mais Madusa laisse tomber le pin avant le compte de 2. Fait que je pense qu'il est en tabarnak ou bien c'est l'autre qui s'est mélangé, je sais pas. Là. Mais en tout cas. Ils refont le même spot que tantôt avec la souplesse arrière et c'est la victoire de Madusa. Fait qu'ils ont fait le même spot qu'ils ont manqué, mais cette fois-ci, ça a fait le compte de 3. Ouais. Ça, c'est un affaire qu'on ne doit pas faire dans un match aussi, c'est de refaire ton spot. Mais là, quand c'est le finish aussi, puis que tu n'as pas d'autre chose, peut-être que ça, on dit, bon, on va le faire. Puis... Ouais, je pense qu'il était juste en crise, fait qu'elle a dit fuck off, on le fait pareil. Des fois, ça peut arriver aussi, là, quand tu manques un move, tu veux le refaire absolument parce que c'est important dans ton match, même si tu sais que c'est pas important tant que ça. Là. Quoi que c'est le finish. Là. Ouais. Et après la décision, Ono attrape une masse et écœure Madusa en frappant la moto alors que la cloche sonne, mais Madusa le rattrape et a détruit la moto de Nakano. Puis je pense qu'elle peut se passer sa frustration du finish sans Harley que d'autres choses. Mais voilà. Un match honnête, mais les botches ont rendu ça un peu plus rough, là, malheureusement. Là. Ouais, le match n'était pas très long. Fait que, comme la dernière portion, la minute et demie peut-être de la fin du match a comme un peu chié. Puis c'est de valeur parce que ça frappait fort. Les prises étaient solides dans le peu qu'ils ont eu. Évidemment, si vous avez suivi un peu la WWF, c'est une rivalité renouvelée là, de Madusa et Bull Nakano à WWF qui était, selon moi, il n'y a pas grand-chose à ce moment-là, mais moi, c'est vraiment deux femmes qui ont marqué mon imaginaire côté lutte, là, vraiment. Nakano, j'ai toujours vraiment beaucoup aimé. Puis Madusa, WWF, évidemment, c'était la star. Fait que c'est le fun de revoir ça là. Combat correct, mais il manquait un petit quelque chose à la fin. Puis la thématique aussi, ça c'est correct, c'était après le match. Au moins, ça pas dans le match. Mais c'est ça. Fait que c'était correct, mais sans plus. Ils ont déjà eu des meilleurs jours ensemble. Ouais, je donne à ce match-là 2 sur 5. C'est exactement ce que j'ai donné aussi. Goodie. Ouais. Et la WWE vont instaurer une division féminine avec un tournoi qui pour couronner une nouvelle championne. Et à Starrcade, Madusa va prendre l'affaire contre Akira Okuto. Et Nakano elle va prendre sa retraite l'année suivante, en 97. Tu sais que si on avait été annonceur, là, mettons à cette époque-là,
Ouais. On avait dit Akita au couteau. Moi, j'aurais dit Tabarouette a des beaux abdos. C'est découpé au couteau. Il est taillé au couteau. C'est ça. Ça aurait été drôle. Ça aurait été très drôle. Ça aurait été bidonnant. Je pense qu'on serait encore en train d'en rire aujourd'hui. Sûrement, oui. Les Steelers sont sur l'ordinateur à chatter avec des fans sur le CompuServe. On va aller voir l'action tantôt. Et comme je dis, on l'a répété au début du podcast. N'oubliez pas d'aller voir la biographie qu'on a faite la semaine passée sur eux. Ouais. Match numéro 4. Dean Malenko avec Jimmy Hart contre Chris Benoit avec Woman et Miss Elizabeth. Et l'arbitre du match, Nick Effin Patrick. Puis je dis Dean Malenko était convaincu par Jimmy Hart, mais dans le fond, c'est à moitié vrai. Là, parce qu'il fait Jimmy Hart, il va juste il va le top de la rampe avec, il parle puis il se retourne. Mais dans le fond, c'est Malenko est comme un tueur à gages, si on veut, qui veut que. Ouais. Kevin Sullivan a demandé à Jimmy Hart de demander à Malenko de se débarrasser de son problème qui est Chris Benoit, si seulement. Puis ouais, voilà. Fait que ça vient de Kevin Sullivan. Malenko que je compare beaucoup à Roderick Strong. Je trouve que c'est vraiment deux gars qui se ressemblent beaucoup. Ouais. Peut-être un peu plus technique dit Malenko. Strong, ouais, exact. Ouais. Puis avant de parler du match pour commencer, juste parler rapidement de Miss Elizabeth dans ce show-là. Là. Tabarnan! Wow! Wow! Ouais, mais là, c'est dans les photos. Miss Elizabeth, WCW. Elle est radiante là-dessus. Radiante? Radieuse? Radiante, ça se dit pas, mais ouais, c'est ça. Parfait. Bref. Pourquoi dire d'autre que ça y va bien les cuir? Oui. Okay. Parfait. Les deux hommes se frappent, se font face sur le ring, pardon, avant que Benoit le mette au sol avec une neck sweep et un découp. Après ça, Malenko revient avec quelques chops avant de lui donner un genou dans le ventre. Il soulève Benoit et le fait tomber en souplesse avec délai. Mais après ça, Malenko enchaîne avec un backbreaker et un elbow drop rapide pour un compte de 2. Puis pendant que Bobby Heenan affirme qu'il y a à peu près 250 000 personnes ici dans l'aréna. Je ne penserais pas, mais bel essai quand même. En fait, il y avait 5000 personnes, là, mais le chiffre exact. C'est lui qui a dit ça. Bon, en même temps, puis le pire là-dedans, c'est que c'est même pas du monde. C'est pas du monde qui ont payé. Là. Non, c'est comme quand Tony Khan fait un show, dans le fond. Ça n'a pas rapport. Non, ça fait partie des activités qu'il y avait dans l'affaire de Sturgis. Comme un parc aquatique, mais de lutte. Ouais, genre. En fond, c'était une excuse pour qu'Eric Bischoff aille là-bas sans que ça soit pour la compagnie. Ouais. Mais non, mais c'est exactement ça. Parce qu'Eric Bischoff, c'est un très grand fan de Harley Davidson, puis il y a eu beaucoup de motos dans sa vie, fait que c'est une excuse pour y aller. C'est correct, ça. Ben ouais, c'est correct. Toi, on a le droit à des petites passions dans la vie, hein. C'est vrai. Ouais. Et Benoit va Malenko dans les cordes, il lui porte un clothesline pour 2. Pour ça, en plus, les cordes de Chris Benoit sont tout le temps belles. Là. Il y a le temps, parce que Chris Benoit, il fait pas juste rentrer le gars avec sa clothesline, il suit vraiment au sol avec, fait que c'est encore plus beau. Là. Ouais. Et le Cripper garde over pendant quelques minutes. Et après une snap suplex, Benoit monte en haut, il porte son diving headbutt, mais c'est pas assez pour le compte de 3. Après ça, Benoit soulève Malenko pour un tombstone par le driver, mais Malenko le renverse et emporte un de son côté. Malenko le couvre 3 fois, mais ne peut pas remporter la victoire à chaque fois. Et Dean tente le Classic Cloverleaf, mais Benoit renverse ça en petit paquet pour 2. Ce Malenko continue l'assaut et porte une croix de corps qui envoie les deux hommes hors du ring. Et de retour dans l'arène, Benoit se remet sur pied et rencontre Malenko du haut et du coin et enchaîne avec une superplex pour le compte de 2. Tu peux arrêter de mettre les mêmes images, correct? Là. Hey. Là, il y en a 3, puis j'avais fait 3 fois jouer la même du coin de l'œil. Fais ton texte, puis laisse-moi tranquille. Malenko change de cap. Il porte une German suplex pour 2. Malenko soulève Benoit pour une belly-to-belly suplex. Benoit revient avec une Northern Light suplex pour un compte de 2. Après ça, Malenko finit par sortir du ring en roulant, mais c'est Benoit continue à le suivre. Il fait un springboard dive à l'extérieur du ring. Puis on annonce qu'il reste 3 minutes au match, temps limite. Fait que dans ce temps-là, on sait qu'est-ce qui va arriver quand il annonce qu'il reste tant de temps à un match. Là. Il va se rendre jusqu'à la fin. 99% du temps, c'est parce qu'il va y avoir un temps limite. Un drop tout. Et Dean McChrist dans un backslide, mais ne peut remporter la victoire. Benoit se relève et Malenko lui porte un roll-up pour 2. Et Benoit est frustré et porte un powerbomb sur son opposant. Et il reste moins d'une minute et les deux hommes montent au top. Malenko porte une superplex, mais Benoit met son pied sur la corde pour empêcher le 3. Malenko avec un powerbomb, mais lui-même couvre Benoit, mais le temps est écoulé.
Et le match se termine par un match nul au temps limite. Quoi, c'était 20 minutes, je pense? Le match a duré 26-50. 26 quelque chose, ouais, pas loin Ouais, de 27. ouais, parce qu'ils ont starté le match 2 fois, mais je veux dire, à la base, Ouais. le temps limite, c'était 20 minutes, je pense. Ouais, c'est ça. OK, Exact. OK, parfait. Ouais. Woman argumente avec Patrick et ensuite dit à Dean et Chris qu'il va avoir une prolongation de 5 minutes pour déterminer le gagnant. Fait que voilà, c'est le fun qu'il fasse on de faire de même. Benoît attrape les jambes et met Malenko dans le Texas Cloverleaf. Benoît lâche la prise parce que Malenko ne voulait pas abandonner. Et après ça, Malenko revient avec un Enzuigiri par la suite. Et après ça, Benoît commence à travailler un peu sur le genou de l'homme de glace. Malenko se prend le Clipper avec un small package pour 2, mais le temps expire de nouveau encore une fois. Patrick a fait une autre prolongation encore. Et Chris prend Dean avec un Tiger Suplex pour un compte de 2. Et après ça, il tente un dropkick. Malenko attrape les cordes et les choux. Tombe sa tête. Malenko finit par faire ce Texas Cloverleaf, mais suivi d'un STF. Mais Woman le distrait. Puis il va l'empêcher de gagner le combat. Puis, Malenko, elle s'en va pour le slapper. Fait qu'il pogne sa main. Puis il fait juste la suivre dans le coin. Puis Benoît en profite de faire un roll-up pour prendre les cordes. Et Miss Elizabeth aussi comme appui. Pour le 1, le 2 et le 3. Fait qu'après 26 minutes quoi? 26 minutes 53, je pense que c'est dit? 58. Ah, voilà. Il gagne du combat. Chris Benoit. Mis à part que le match était long parce que c'était voulu, mais mis à part qu'il a recommencé le match 2 fois, quelque chose que j'ai pas aimé. La seule affaire que j'ai pas aimé, c'est ça. Puis que la foule était crissement morte pour ce match-là. Là. Ouais. Honnêtement, on dirait quasiment qu'il n'y avait pas de foule. Chris Benoit et Malenko, c'est une clinique de lutte. C'est 2 des meilleurs lutteurs techniques ever à avoir jamais fait ça. Sont stiff, sont believable, sont excellents. C'est quasiment des Bret Hart, mais sans avoir toute l'aura et le charisme de Bret Hart, sont quasiment aussi bons dans la lutte. Fait que, comme, mis à part la fin, qui ont recommencé, puis c'était un petit peu trop long, puis la foule, ça, c'est pas de leur faute, mais en même temps, c'est pas des gars qui vont vraiment chercher leur foule non plus, là, les deux. Moi, je vais donner à ce match-là 4 étoiles sur 5. Comme c'est un excellent match pour vrai, là, tu peux pas vraiment rien dire sur eux autres. C'est 2 des meilleurs territoires techniques de l'histoire. Ouais. Puis comme tu as dit, un peu la seule chose, c'est que c'est pas le meilleur setting pour faire un combat de ce talent-là avec des temps limites, puis des near fall, puis des gros moves. Ouais. Puis, mais en même temps, puis les temps limites, moi non plus, je suis pas. C'est correct, je comprends, mais je suis pas un grand fan. Je pense que tu aurais pu faire ce match-là sans temps limite, faire 25 minutes de match. Ouais, quasiment. Pas faire de temps limite, faire un gagnant de même façon que de faire des overtime pour rien. Là, mais bon, en même temps, c'est un nitpick. Là. Puis moi aussi, c'est 4 sur 5 que j'ai donné. Fait que voilà. Ce qui est le fun aussi, c'est avec ces lutteurs-là, c'est que mettons, il avait été à WWF, il n'y aurait jamais eu ce temps de match-là de qualité au niveau de temps. Là. L'affaire qui était bonne de WCW, c'est que ces lutteurs-là avaient l'occasion des fois de faire des matchs qu'on parle pas souvent à part que quand nous autres on fait des reviews parce que évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu. Fait que ça leur permettait de se démarquer avec un temps respectable de combat. Ouais, fait que très bon match. Allez le voir, je vous le conseille. Ouais, vraiment. Et Benoît va continuer sa rivalité avec Kevin Sullivan pendant que Dean va rester dans la division Cruiserweight à l'UCW, comme j'ai dit plus tôt. Il va gagner Halloween avec la ceinture. Voilà. Et là, on parlait un peu tantôt de ça, un match classique des Steiner Brothers. Match numéro 5, Harlem Heat, avec Sister Sherry et le colonel Robert Parker contre les Steiner Brothers, pour championnat par équipe de la WCW. Puis l'arbitre du match, Randy Anderson. T'allais dire quelque chose? Ouais, j'allais dire que c'est. Quand je parlais tantôt de Dream Match sur papier, c'est souvent mettons, des meilleures équipes de l'histoire de la WCW, c'est ces 2 équipes-là qui vont ressortir. Fait que, évidemment, Booker a une belle carrière solo après, fait que ça l'a aidé aussi à la renommée de Harlem Heat. Mais Harlem Heat en équipe était excellent. Ah oui, une des meilleures équipes de l'histoire. Ouais. Et les 2 équipes sont ça dure par équipe dans les derniers mois. Fait que voilà, ils ont quand même une bonne rivalité qui était importante à la télévision. Donc, pourquoi le match de ce soir? Et les motos commencent à se faire vrombrir. Les moteurs pour écœurer Harlem Heat. Je pense que c'est la première fois du show que la foule est vraiment dedans, là, parce qu'Harlem Heat est là. Puis, je pense pas pour les bonnes raisons. Mais bon. Ouais, sûrement pas. Là. Mais là, c'est parce que c'est un rallye de bikers. Puis, malheureusement, c'est 2 les Steiner. Ouais, puis les Steiner sont là aussi. Rick Steiner fait un peu biker. Là. Non, mais c'est pas juste. Je parle pas pour ça, je parle dans le sens qu'il est Booker T. Ah oui, c'est plus raciste un peu. Là, ouais, c'est une foule raciste. Mais en même temps, il faut que tu t'en attendes aussi un peu. Là. Oh, ouais, c'est sûr. Ouais.
Ouais. Et Scott et Booker sont les deux pour un dans le combat. Et Scott porte une double underhook powerbomb pour commencer. Et Stevie Ray arrive sur le ring et il fait sortir. Non, il fait un power. Non, qu'est-ce que j'ai dit là, moi? Je vais recommencer, OK? Je sais ce que je dis. J'ai lu 2 lignes en même temps, c'est pour ça. Stevie Ray arrive sur le ring et se fait sortir par les 2 Steiner avant qu'il sorte du ring pour se regrouper avec son frère Booker. Et Booker revient sur le ring avec, est mis au sol par un coup de bélier de Scott. Et après ça, Scott travaille Booker dans le coin avant de porter un arm drag qui envoie encore les 2 Under the Beat à l'extérieur du ring pour un autre regroupement. Et après ça, Stevie et Rick sont maintenant dans la mêlée. Rick arrive en charge, mais c'est sur Stevie Rick qui reçoit un coup de pied d'en face. Et Rick se reprend et le met au sol avec une line. Et le relais se fait aux 2. Et Booker porte un sidewalk slam à Scott. Et Scott réplique avec une souplesse ventre avant bien exécutée. Et après ça, Scott fait la tag, mais Booker pogne Rick avec un pouce dans l'œil. Petite hit de l'équipe de Harlem. Et Booker projette Rick dans les cordes. Et essaie un saut-mouton, mais Rick l'attrape et porte un power slam. Encore un move très, très bien fait de la part de Rick Steiner qui enchaîne les beaux moves. Et les Steiner échangent les relais et isolent Booker dans leur coin pour bien couper le ring en 2. Et après ça, Booker renverse une projection dans les cordes et Stevie tire la corde et envoie Rick au sol. Après ça, long hit de Booker et Stevie sur Rick. Et Booker tente un knee drop depuis la 2e corde, mais il n'y a personne dans la piscine. Ça donne à Rick la chance de faire le relais à Scott et qui arrive comme une maison de feu. Il frappe Booker avec une suplex et Stevie Ray avec une line. Et après ça, Parker se laisse sur le tablier du ring et veut jeter de la poudre dans les yeux de Scott, mais pogne Booker quand Scott se baisse. Mais heureusement pour Harlem Heat, Sherry avait un paquet de sel aussi. Elle l'a lancé dans les yeux de Scott. Puis pendant que Scott avait la vue aveuglée, il a reçu le bâton, la canne de Parker dans le dos qui a cassé en 2 morceaux. Donc, après ça, Booker fait le tomber et on a un compte de 3 et Booker T et Stevie Ray, toujours champion par équipe, de la PCW. Ouais. Un bon tag team match, je te dirais décent, mais je pense pas que ce soit leur meilleur match 1 contre 1. Pourquoi tu ris? Je ris parce que c'est la même affaire que j'ai marqué après. Ah, pour vrai? Voyons. Pas pour moi, mais pas loin. Ouais, c'est ça, décent, bon match. Je pense que les 2 auraient pu donner un petit peu plus. C'est pas mauvais, là, je m'attendais à plus, puis j'ai l'impression que je sais pas si la foule a dérangé un peu Harlem Heat dans ce combat-là parce que j'avais pas l'impression de voir les mêmes Harlem Heat. Ça se peut-tu ou c'est moi? Mais en même temps, tu sais, c'est pas le fun, là, ce qui arrive, là. Il y a peut-être chaud, peut-être, je sais pas. Ils se sont quand même fait lancer des affaires aussi sur le ring, là, par la foule. Ouais. Tu sais, c'est assez... Mais non, je te dirais, j'ai donné quand même j'ai donné un 3 au combat, un 3 quand même généreux, je pense. Ça aurait pu être 2 et 3/4. Il y en a un 3 au combat, mais on dirait que c'est comme correct. C'est une ligne correcte, pas plus. J'ai marqué un bon match par équipe, mais qui m'a déçu un peu. Puis c'est très bien dans l'ensemble, mais ils m'ont déçu pas mal. Ouais. Puis t'as donné quoi, t'as dit, toi? J'ai pas compris. J'ai donné 3, ouais. 3 et quart, j'ai donné. Ah, ok. C'est bon, mais c'est pas. C'est ça. Ouais. Ben, c'est meilleur que bien des matchs qu'on a vus par équipe, mais Ben oui. en même temps. Ouais. Et Harlem Heat va rester champion par équipe jusqu'au 23 septembre en Night Show contre Public Enemy. Il y a un titre ils vont occuper des ceintures 5 jours, au 5 octobre après avant des pertes pour un bout contre les Outsiders à Halloween avec 96. Et pour les Steiner, Scott va subir une blessure et Rick va lutter en solo jusqu'en janvier. Ouais. Après ça, on a un paquet de vidéos sur les lutteurs qui conduisent leur moto avec quelques extraits des lutteurs et aussi des personnes présentes au rallye de Sturgis. Beaucoup de beau monde. Oui. Ouais. C'est pour une foule avertie. En parlant de beau monde, match numéro 6, Eddie Guerrero contre Ric Flair avec Owen Elizabeth dans son coin. Pour le championnat des États-Unis qui est détenu par Ric Flair lui-même. Et l'arbitre du combat, Randy Eller. Oui, qu'est-ce que tu dis? C'est hot comme match-up, ça. Ric Flair contre Eddie Guerrero, moi, je trouve que c'est un... Tu sais, on connaît le Eddie un peu avec les Radicals, tout ça, tu sais, WCW et sa période Cruiserweight, mais un Eddie Guerrero, un peu un... Tu sais, pas stature WWE, mais main eventer un peu contre un gars contre Ric Flair, je trouve que ça le met sa map à WCW. C'est vraiment un cool match-up qu'on n'a pas l'impression d'avoir vu souvent à WCW. Non, puis c'est quand même un clash de style pareil, là. C'est ça qui fait c'est vraiment. Aussi, là. Ça aide beaucoup. Ouais.
Guerrero tente de faire esprit sportif pour commencer le match, mais Ric Flair le repousse. Et les deux se giflent mutuellement, ce qui oblige Flair à sortir du ring pour se regrouper. Et après ça, Flair pogne Guerrero avec une suplexe arrière qui fait que Guerrero favorise son épaule droite. Bataille de chops entre les deux. Et Flair monte au sommet, mais sans surprise. Guerrero le slam de la troisième corde. Ce spot classique du Nature Boy, évidemment. Et après quelques attémies, Guerrero se ressaisit et porte un saut chassé qui envoie Flair à l'extérieur du ring. Et après un surpassement, Eddie envoie Rick en bas avec une line encore une fois. Fait 2 fois en même pas de minute qu'il s'en va en bas du ring, M. Flair. Et Slick Rick revient dans le ring et demande pardon, mais Guerrero le slam. Et après ça, malheureusement pour Eddie, Flair porte un chop block, ce qui l'a mis au tapis. Donc, il travaille après ça la jambe. Et Guerrero revient avec un crossbody qui met Flair à terre. Flair essaie de revenir, mais Guerrero est trop rapide pour Ric Flair. Il fait un coq en jambe à Flair et met Flair dans sa propre prise en 4. Toujours drôle quand Ric Flair se fait faire sa propre prise en 4. Puis là, oh God! Oh God! Ouais. Il panique comme si, genre, il savait pas comment s'en sortir alors que c'est quasiment lui qui l'a inventé. Soit ça, ou bien il panique parce qu'il sait comment que ça peut marcher, cette prise-là. Fait qu'il est peut-être dans l'ordre, c'est le gars qui fait comme du monde, tu sais. Puis honnêtement, je pense que c'est quoi, le 2 pay-per-view qu'on a parlé de Ric Flair, c'était contre qui qu'on disait qu'il avait lutté puis ça ne tentait pas, puis qu'il avait fait un match de merde, là. Mais t'avais pas parlé qu'il avait fait contre Scott Steiner, puis il n'y avait pas. Ouais, c'est ça, contre Steiner, que ça ne tentait pas, là. Mais quand Ric Flair, comme tu dis, même si c'est un clash de style, oui, Eddie est bon, mais quand Ric, ça y tente de lutter, là, ça y tente, hein. Ouais, puis ça y arrive souvent, heureusement. Ouais, exact. Ouais. Et après ça, Flair atteint les cordes pour le bruit, ce qui force Guerrero à briser la prise. Il fait un ciseau tête et est prêt pour remporter la victoire. Et les deux s'échangent des chops avant que Flair demande pitié une fois de plus. Et Guerrero lance dans le coin, mais Flair s'enlève. Et après ça, on a Guerrero avec un sunset flip. Il commence à baisser les culottes de Rick pour faire le tomber pour 2. On parlait du spot classique tantôt, c'en est un autre de Ric Flair, ça, malheureusement ou heureusement, ça dépend quel côté du spectrum vous êtes. Là. Et un pouce dans l'œil de Slick Rick, il monte pour le Frog Splash, mais il a réussi. Sauf que malheureusement, il s'est fait mal au genou sur l'impact. Et Flair le ramasse avec une corde à linge et le met dans le figure 4. Flair prend les cordes des Women pour s'appuyer et Guerrero les épaules rivées pour le compte de 3. Gagnant du combat et toujours champion des États-Unis, Nature Boy Ric Flair. Woo! Puis c'est drôle que, tu sais, quand on voit l'image avec Flair qui gagne avec l'aide de Woman, tu sais, à la base, Ric Flair n'a pas besoin de personne pour battre Eddie Guerrero. Là, c'est un vétéran, puis c'est un heel, puis Ric Flair, je pense que s'il donne le choix, même s'il peut battre le pire jobber du monde, il va le battre en trichant juste parce que c'est un des plus grands heels de l'histoire. Puis j'aime aussi la psychologie du match dans le sens que Guerrero est vraiment plus rapide que Flair, sauf que Flair a réussi à le battre avec des rookie mistakes là, souvent. Là, c'est une bonne dynamique, puis en même temps, ça met Eddie over, ça le rend vulnérable quand Flair a l'expérience pour faire quelques mots pour venir dans le match. C'est un très, très bon, un excellent combat que j'en aurais pris plus de ces combats-là à regarder. J'ai vraiment, vraiment adoré ce combat-là. Puis t'as donné combien? 3 3/4. Un petit peu moins que Benoît Malenko. Bon, ben, c'est rare qu'on. Ben, ça arrive souvent, ça peut arriver, mais on n'est pas tant d'accord que ça dans ce combat-là. Moi, je trouvais que c'était un bon combat, mais encore une fois, j'étais déçu un peu. Ah, pour vrai? Ah ouais? J'ai donné 3 sur 5. OK. On est dans le 3, moi. Ouais, mais c'est bon que je dis que j'ai été déçu, puis j'ai quand même 3 sur 5 qui est très passable. Là, ouais. Mais des fois aussi, il y a des fois les affaires dans des matchs qui nous allument plus que d'autres choses. Je pense que ce match-là, pour moi, c'était ça. Là. Ouais, OK. Oui, c'est pas un classique. Là. Puis je ne pouvais pas donner plus que mais... Non. Ouais. Non, mais ouais, très bon. Ouais, exactement. On va te couper la parole un moment donné, ça va marcher. Ouais, mais c'est parce qu'on est encore sur le décalage. Ouais, malheureusement. Mais quoi que je te mentirais pas que. Ouais, mais je vois bien, moi. Ouais, la nuit, la dernière journée, quand on est arrivé, là, ça fait du bien à maudit, par exemple. Dormir 11 heures en ligne, là. Moi, il n'était pas en ligne, mais il était le fun. Ouais. Bref, Flair va aller en guerre. Les Four Horsemen, après ça, et puis avec Luger et Sting contre NWO, pardon. Puis il va remettre la ceinture aux États-Unis vacante en novembre.
Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que le titre qui va être gagné par Eddie Guerrero dans une finale de tournoi contre Amanda Dallas Page, la crasse, à Starrcade en décembre. Et après ça, on a Interview Time avec Mitchell Okerlund, Jimmy Hart et le Giant. Et Hart dit à Hogan qu'il n'aurait pas trébuché et tombé ce soir parce que personne va être là pour le relever. Parce qu'évidemment, Jimmy Hart était l'ancien gérant d'Hulk Hogan, une couple de mois. Ouais. Et le géant dit qu'il est un grand fan d'Hulk Hogan, mais qu'il ne l'est plus et qu'il n'oubliera pas la douleur que Hogan lui a faite en tournant son dos à la WCW. Il dit que ce soir, il va enterrer le Hulkster. Oh. Et on a le match numéro 7. Sting et Lex Luger contre les Outsiders, Scott Hall et Kevin Nash. Avec l'arbitre du match, Nick Effin Patrick. Sur papier, ça avait l'air le fun. Sur papier, oui. Le mois dernier, à Bash at the Beach, ces hommes se sont affrontés dans un. En fond, vous savez dans quoi ils sont affrontés, là, le fameux 3 contre 2 là, avec le turn d'Hulk Hogan, le moment le plus important de l'histoire de la WCW, genre hands down. Mm-hmm. Ouais. Et Luger et Hall commencent le combat avec Hall qui lance son cure-dent au visage de Luger. Et Lex et Scott se changent des coups et Luger va lui faire un bras à la volée. Se suivant un slam, Hall se roule dans son coin, fait le relais à Nash qui entre sur le ring et dit qu'il veut Sting. Il crache même au visage du Stinger, puis Luger tag le Stinger dans le combat pour affronter Nash. Il lui rend l'appareil en crachant sur Big Sexy. Et les deux hommes échangent des coups sur le ring jusqu'à temps que Sting mette un pouce dans l'œil de son adversaire. Il soulève le grand Kevin pour un body slam. Il fait tomber Hall du tablier du ring et envoie Nash dans le coin. Mais Nash attrape Sting qui essaie de sauter par-dessus. Il fait un Snake Eyes. Et après ça, Nash continue avec une corde à linge et continue à provoquer après ça Luger dans le coin. Et Hall fait le changement et attrape Sting qui a une croix de corps pour un follow-away slam. Il envoie Sting dans le coin et il charge avec un close-line qui fait trembler le ring. Et les Outsiders continuent de dominer le Stinger et Luger était passé dans la mêlée. Et dans le coin, il tape des mains pour la foule embarque puis il a le goût d'embarquer parce qu'il était écœuré de voir son partner se faire pêcher dessus. Ah, c'est drôle, moi, j'étais pas impatient. Je trouvais qu'il était à sa place dans le coin. Il va faire son gros comeback de babyface écœurant. Ouais, c'est ça. Désolé si vous écoutez ça un peu fort. Collision entre Nash et Sting. Et après ça, Nash fait le relais à Hall qui coupe Sting avant qu'il atteigne son coin. Grosse botte de Nash sur Sting qui tag Scott. Et l'ancien joueur du monde tente un outsider edge, mais Sting le soulève au-dessus de sa tête avec un backdrop. Après ça, il réussit à faire le relais au paquet total. Et Luger sort rapidement Hall. Il fait tomber Nash du tablier du ring avant qu'il puisse entrer dans le combat. Et Luger prend le contrôle. Power slam de Lex sur Hall. Et il pose pour le torturac. Pendant que Sting fait le Scorpion Deathlock à Nash en bas du ring. Mais quand Luger essaie de soulever Hall pour le torturac, Scott pogne un peu Nick Patrick avec ses pieds. Puis après ça, ce qui est drôle là-dedans, c'est que après ça, ils font le spot qu'on voit là, mais ils le font une première fois. Puis genre, Luger le vend pas, genre, je sais pas trop s'il a pas senti l'achat de Nick Patrick. Fait qu'ils ont fait le spot comme si rien n'était. Après ça, Patrick fait le chop. Quoique le chop de Patrick était pas très beau le premier coup. Là. Ouais. Mais le deuxième coup, ça paraît plus. Il fait vraiment un chop block comme Ric Flair. Là. Et il est censé de rien voir en plus. Fait que voilà. Ouais. Fait que Patrick, après qu'il ait fait ça, Hall couvre Luger pour que Patrick fasse le compte de 3 pour donner la victoire aux Outsiders à Hog Wild 96. J'aime la face de Nick Patrick, sa photo, il décrit pas mal un peu ce que j'ai ressenti en regardant le match. Il y a eu des pieds dans l'œil, comment? Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai vu aussi. Malheureusement, c'est qu'il n'a pas fait ça de même. Ça aurait été malade. Sur papier, ça aurait pu être beau, mais. Ouais. Écoute, je sais pas. J'ai donné 2, là. J'ai donné 2. OK. Parce que je pouvais pas donner aussi bas que Norton contre Ice Train. Ouais. Mais, tu sais, fuck, man, c'était décousu. C'était pas le fun à regarder. Je sais pas. Tu sais, en plus, c'était pas une période où les Outsiders faisaient n'importe quoi dans le sens où, tu sais, c'était une bonne période pour eux autres. C'était la grosse affaire de la NWO. Puis, mais non, je sais pas. Je sais pas ce qui est arrivé dans ce combat-là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Tu sais, je veux dire, ça peut pas être aussi mauvais que ça l'a été, là, dans le sens que. Dans le sens que 4 popés lutteurs, là.
Mauvaise soirée, peut-être, ça se peut. Ouais. Très mauvaise soirée. D'après moi, ils ont sorti la veille. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ben, ça se peut. C'est quand même un rallye de motocyclette. Peut-être qu'ils ont pris une coupe de drink avant la soirée ou après. Là. Ça se peut. Ouais. Un match correct sans plus, malgré le finish bizarre. Fait que moins de leur meilleur combat à tous les 4, évidemment. Là. Je vais donner à ce match-là 2,5 sur 5. OK. Et ça va être le début du turn de Nick Effin Patrick pour devenir l'arbitre officiel de la New World Order. Les Outsiders ont gagné les ceintures par équipe par Halloween avec, comme je disais tantôt, contre Harlem Heat. Et Sting et Luger vont continuer à être en rivalité avec la New World Order jusqu'à temps que Sting parte pour donner le Crow Sting après que Luger et les Horsemen ils ont pensé qu'il était un traître et était avec la NWO. Pourquoi dire? Fait qu'on passe sur l'autre match. Ouais. On passe sur l'autre match. Match numéro 8. Le Giant avec Jimmy Hart contre Hollywood Hulk Hogan pour le championnat mondial de la WCW. La photo sur YouTube du Giant et Jimmy Hart ensemble était écœurante. Ouais, je sais. Jimmy Hart était écœurant. Puis, on en avait parlé, c'est dans la biographie, allez voir, là, la biographie de Jimmy Hart, on en a parlé de ce turn-là, justement, de Hogan avec Giant et tout ça. Ouais. On a parlé du turn de Hogan avec l'NW. Fait que tout est couvert depuis un bout. Tout! Et le Giant avait gagné la ceinture mondiale contre Ric Flair à Nitro le 22 avril dans la même année. Pardon. Je disais même arena, mais c'est pas ça. Non. Et Hogan tente de monter sur le ring, mais le Giant le coupe au passage. Ça, Hart commence à écœurer Hogan avec son mégaphone. Mais Hogan s'éloigne du ring, il va dans l'allée. Et Hogan revient et monte finalement sur le ring pour commencer le combat. Et le Giant va le sortir, mais Hogan s'écarte et roule hors du ring. C'est un lock-up et Hogan est mis au sol avec un coup de bélier. Et le Giant porte une suplex à Hogan qui se roule en bas du ring encore une fois. Beaucoup de stalling de la part de M. Hogan dans ce combat-là. Test de force sur le ring et Hogan frappe quelques bottes au ventre du Giant qui le met à genoux. Et le Giant, ça vraiment sur pied, commence à travailler sur le bras d'Hogan. Et le combat est vraiment plate, mais en même temps, c'est pas Flair Steamboat. On n'entendait pas grand-chose. Ouais, mais dans ce temps-là, il était quand même. Tu sais, si on regarde les photos, là, les gars sont en shape, pareil. Là. Oh, ouais, c'est pas une question de shape, là. Je pense que c'est plus une question qu'Hogan, son premier match en heel, puis peut-être que. Ouais, c'est vrai. C'est vrai quand même qu'il faut pas enlever ça du. Malgré que Hogan, c'est un heel naturel dans la vie, là. Oui, je veux bien croire, là, mais. Mais dans le match, puis. Il y avait quel âge Hogan à ce moment-là? Quoi? 45 peut-être? 48? Je sais pas. Peut-être. Un petit peu moins 50, là. Je sais pas. Veux-tu que je vérifie pendant que tu parles ou. Ben, vas-y. Ouais, Hogan, il est quoi? On est en 2024, il y a quoi? 60... Il y a eu 70 ans, mais pas longtemps? 71? Fait que ça, c'est en 96. Ouais. Fait que 71. Fait que c'est en 96. On recule de quoi? 30 ans? 70 moins 24. C'est ça. 56? Ouais. Exact. Ouais, il était quand même vieux, quand même. Ouais. Bref. Wow. Ouais. C'est fou pareil, là, quand tu penses à ça. Ouais. Là. Ouais. À 56 ans, Hogan avait l'air de ça. Ah ouais. C'est malade, là, pour vrai. Pareil, on peut dire ce qu'on veut, c'est fou. Non, je pense que c'est plus que ça. Il avait 44 à peu près. 40, ouais. Ouais. On s'est trompé de. 40. Ouais, ben, j'ai juste compté 14 de moins. J'avais pas compté. Non, mais 40 plus 24, ça fait, tu sais. Ouais. Ouais. Ouais, 64, c'est quoi le problème? Regardez, on a un podcast de chiffres qu'on fait, là. Désolé. Hey, on évitera Pierre-Yves McSween au prochain. Là. Qui? Ouais. J'espère. C'est un oui qui est humoristique, mais je sais pas c'est qui pour vrai. Tu sais pas c'est qui? Non, je sais dessus, c'est qui ça? Attends, pendant que tu parles de culture générale. Ouais, t'as capoué, tout ce qui te fait que je chante Bledin. Alors, ouais, t'es content parce que ça t'a permis de faire cette autre Un peu. Ah, je suis allé. Ouais, moi aussi. Hogan le met dans une soumission surfboard et lui donne des coups de poing sur la tête. Et le Giant se relève et met Hogan au sol. Et le Giant se relève encore et lui porte une série de coups à la tête qui, à surprise générale, envoie Hogan à l'extérieur du ring. Shocking. Mm-hmm. Les deux entrent la tête dans le poteau de l'autre. Ben, la tête de. Non, c'est ça que j'ai dit. Ils reviennent sur le ring. Et le Giant porte un backbreaker. Il le couvre, mais Hogan met le pied sur les cordes. Et après un slam, le géant rate une descente du coude. Et après ça, Hogan frappe de Giant avec quelques droites, mais de Giant Hulk up et fait la même routine qu'Hogan.
un peu moins beau, là, mais. Ouais, Big Boot. Ouais. Un gros coup de pied. Il signale pour le chokeslam. Sauf quand il veut faire ça, ben Scott Hall monte sur le ring mais rapidement éliminé avec un chokeslam du Giant lui-même. Après ça, Nash attrape le mégaphone. Alors que Giant fait un chokeslam à Hall sur le ring. Il donne un coup de pied à Nash qui le fait tomber. Et après ça, Hogan ramasse la ceinture et frappe The Giant avec la ceinture pour remporter la victoire et remporter le titre. Ouais, un main event très très boring, mais comme j'ai dit, on s'attendait à quoi? Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que c'est la suite d'un des plus gros événements de l'histoire de la lutte, si c'est pas le plus gros événement de la lutte, puis tu nous arrives avec ce nom de pay-per-view-là en partant que ça dit rien à personne. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que t'as pas rien de marqué pour vendre ce pay-per-view-là, ça marche pas. Je pense qu'il était pas bien placé le pay-per-view. C'était pas le genre de pay-per-view que tu devais faire ça. T'as Hogan, l'histoire de booking et de pacing de show qui marche pas là-dedans, parce que la carte en tant que telle, j'ai rien contre la carte, mais le main event avec Hogan, tu peux pas mettre ce genre de match-là. Je comprends que tu veux que Hogan gagne la belle, mais pour moi, il y a plein d'affaires qui marchent pas, surtout pour le main event. Ouais. Puis, ouais, je vais te donner combien, toi, ça? Écoute, j'ai donné. J'ai-tu le choix? Je peux-tu aller là? Ben, tu peux faire ce que tu veux. La note que tu veux, c'est toi. 1 étoile et 3 quarts. OK. J'ai donné moins que ça, moi. J'ai donné 1,25 sur 5. Okay. Puis, bon, j'étais poli, là, je trouve. En tout cas, bref. Ouais. Puis, pendant que Random, de même, ça m'est venu en tête quand tu as parlé du pay-per-view qui veut rien dire, là, avec Hog Wild. Là. Mais j'ai trouvé que ça veut dire quoi, Hog Wild? Ben, Hog, plutôt. Hogan? Non, c'est Harley Owners Group. Hogan, qui est un gros fan de Harley aussi. Là. Ouais, il aurait dû appeler ça Hogan Wild, tant qu'à faire. Ben, moi, pour vrai, je pensais vraiment que c'était ça. Non, en même temps, mais le pire, c'est que, en fait, ouais, j'aurais dû m'en douter après, mais quand j'ai choisi le pay-per-view, je pensais que c'était vraiment pour ça. En tout cas, bref, je veux pas. Mais il y a quelque chose qui marche pas dans le pacing de la fin. Je trouve que c'est pas un beau follow-up du heel turn. Pour moi, ça marche pas. Ouais, c'était boboche un peu, mais regarde, qu'est-ce que tu veux faire? Ça. Après la décision, Hogan et les Outsiders célèbrent quand le Bullyman arrive avec un gâteau pour la fête de son ami Hogan. Évidemment, Bullyman, on sait tout ce qui est Brutus Beefcake, son grand chum, Ed Leslie. Ouais. Et Hogan prend le micro et dit que le Bullyman est maintenant un membre de la NW. Ils sont chanceux. Ouais. Et Bullyman prend le micro et dit de Hogan, il dit qu'il célèbre une victoire de Hogan ce soir et qu'il veut lui serrer la main pour en plus sa fête. Puis Hogan dit qu'il se fréquente depuis 20 ans. Pas comme ça, là. Mais encore on ne sait pas. Il parle de Ric Flair qui sera le prochain à tomber à ses pieds quand il l'affrontera dans quelques semaines à Clash of the Champions. Et Hogan dit qu'il a attaqué la WCW pour une raison et que ça n'avait rien à voir avec Arn Anderson. Puis Hogan dit qu'il a une surprise pour tout le monde. Après ça, les 3 membres de la NW attaquent le Bullyman puis le mettent au tapis. Good, c'est. Ouais. Ça, c'est bon, par exemple. Ouais. Hogan dit que s'il fait ça à son meilleur ami, qu'est-ce qu'il va faire à Flair et la WCW? Et après ça, Hogan prend une bombe de peinture et peint les lettres NW en noir sur la ceinture de champion. Et un look classique pendant longtemps. Ouais, ça, c'est hot. Puis, l'affaire qui m'a fait rire, c'est que tout le long qu'ils font le segment avec le gâteau, puis tout le long qu'ils savent avec la belt après, mais Giant est encore à terre de même en train de faire l'étoile. C'était écœurant. Ouais, il bouge pas. Il va un coup de belt. Tu sais. Trois quarts du temps, il a reçu 3 coups de chaise, il s'est relevé après 2 secondes, mais il va un gros coup de belt parce qu'il y a Hollywood Hogan. Tu sais. Ouais. Mais Hogan over, brother. Ouais. Il célèbre encore plus sur le ring, alors que les commentateurs donnent leur dernière réflexion. Et c'est la fin de Hog Wild 96 de la World Championship Wrestling. Et la NW va continuer à régner après le show, évidemment, pendant quelques mois, même quelques années. Et le Giant, après ça, le Giant va lui-même joindre la NW 23 jours plus tard en Night Show, en disant ensuite qu'il a fait ça pour l'argent de tête DiBiase comme raison principale. Et le Bullyman va quitter la compagnie après ça, en revenir en 96, en février 98, sous le nom, évidemment, du disciple qui va être avec Hulk Hogan. Of course. Choqué. Ben, qui d'autre? Il n'y aurait pas eu de carrière sans n'a pas été Hulk Hogan. Oui,
Mais, tu sais, à part sa run de Beefcake, là, le reste, c'est de la merde. Oui, il n'a rien fait de. Puis, tu sais, on s'entend que Beefcake, c'est cool, mais ouais. ça reste quand même de C'est la une bonne merde. gimmick. Une bonne gimmick dans le temps parce que c'était coloré, ça fitait, mais. C'est une bonne gimmick qu'il voulait même pas avoir au début, en plus. Ouais, imagine s'il n'y avait pas eu ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que voilà, c'est conclu All War 96. Mais avant de finir, évidemment, le review pour donner nos matchs of the night et la note, évidemment. Les matchs of the night, je vais laisser commencer. Ouais, match of the night, je vais donner à Malenko contre Benoit, sans aucun doute. Puis, je dis les deux tout de suite, ouais, hein? Bah non, on fait Non, comme. ok, vas-y. Malenko, Benoit, ouais. Ouais, mais j'ai rien à faire que toi, Malenko Benoit. Puis le pay match, moi, je vais commencer. J'ai mis la même note à 2 matchs dans le show. Mais je vais donner juste à un match. Je ne ferai pas un ex aequo parce que c'est la même note. Là. Je vais donner le pay match à Hogan Giant pour la seule et unique raison que c'est le main event. Tandis que l'autre, Ice Train contre Scott Norton, c'est un match au début du show qu'on s'en calisse. Fait que... Ouais. Qu'est-ce qui est moins grave que ce soit un écart sur 5, c'est un match de même ou le main event? C'est une bonne façon de raisonner que tu as quand même. Ouais. Mais je vais quand même le donner à Norton Ice Train Mm-hmm. pour l'intérêt aussi. Parce que ouais. j'ai quasiment donné la même note aussi. Là. Une miette de chip de différence. Là, parce que mais j'aime quand même mieux écouter un mauvais match de Hogan Giant que Norton Ice Train. Ouais, je te dirais que c'est ça qui a déterminé. Mais ton point est super valable, c'est vrai au bout. Là. C'est vrai les 2 points sont bons. Là. Tu peux voir ça des deux façons. Là. Il n'y a pas de bon et de mauvais. Ouais. Mettons l'entrée d'Hogan puis Géant, pour moi, est meilleure. Tu comprends? Si on veut décortiquer comme ça. Là, fait que... Ok, moi, je comprends. Ouais. Notre show m'a donné à Hogwarts 96 une note de 6.5 sur 10. Oh, ok. Là, on est loin quand même. Moi, j'ai donné 7.5 sur 10. Ah ouais, tu l'as aimé, ce show-là? J'ai aimé ce show-là. Crime, pour vrai. Tu regardes les matchs, là. Mais à part l'opener puis Malenko Benoit, le reste. Ouais. Tu sais, Benoit, Guerrero puis Fleur m'a déçu, c'était bon, mais ça m'a déçu. Même chose pour Steiner All the Meat. C'était pas vraiment bon les 2 derniers matchs. À part ça, Alondra Blaze puis Madusa puis Nakano, c'était pas écœurant. Tu sais. Non, moi j'ai donné un bon 7.5. Je trouve il manquait de finition des matchs. Là. Il manquait il manquait un peu de beauté dans tout ça, mais j'aime quand même la carte, j'aime quand même ce que j'ai vu. Il y a des beaux flashs. Puis comparé à ce qu'on écoute de WCW souvent, puis pour ce que le pay-per-view est, c'est quand même. C'est dur à expliquer, mais c'est comme agréable à regarder, mais pas le fun en même temps. C'est weird. C'est vraiment weird. Ça se regarde bien, là, mais c'est. À part ça. Ouais. Mais mettons que si on n'avait pas de podcast, je ne l'aurais pas regardé. Non, personnellement. Exactement. Moi non plus. Jamais. Ouais. Fait que voilà, c'est ce conclut littéralement Hogwarts 96. C'est dans le rétroviseur maintenant. C'est en arrière, un de plus. Ouais. Puis une chose qui est en arrière aussi, c'est le mois, la WCW. Donc, on commence un nouveau mois en octobre. Puis avec quand même thématique, je trouve, comme moi. Fait que, il est solide le mois d'octobre, pour vrai. C'est pas WCW, bon. Mais il y a un bon thème aussi. Fait que je te laisse commencer avec celui-là. Évidemment, le mois de l'Halloween, on vous a donné, il n'y a pas longtemps, la rivalité entre Edge et John Cena. Et là, on va vous en donner une autre rivalité qui risque d'être beaucoup plus longue à couvrir. C'est celle de Undertaker contre Kane, évidemment. Les Brothers of Destruction, l'histoire complète. Et il va aussi, qu'est-ce qui va être intéressant dans cette analyse-là, de cette rivalité-là, c'est qu'il va y avoir l'histoire kayfabe et l'histoire hors kayfabe aussi, parce qu'il y a quand même une nuance à faire entre les deux. Oui, en effet. Puis personne ne peut parler de la rivalité Kane-Taker sans parler de ça. Ouais, non, évidemment, un classique qu'on ramène du côté de la WWE cette année avec le pay-per-view de ce nom. Bad Blood, ben ça c'était In Your House, le tout premier Bad Blood en 1997 et le premier LNSL où Undertaker et Shawn Michaels se disputent le championnat de la WWF. Et le début, évidemment, de Kane avec la porte qui en laisse. Ça, pour vrai, ça, c'est un pay-per-view que j'ai crissement hâte d'écouter comme si c'était un pay-per-view que j'ai jamais vu. Ouais, mais c'est pas le meilleur pay-per-view, par exemple, malheureusement. Tu l'as-tu réécouté? Tu l'as-tu déjà écouté? Ben, je me de mémoire, là. OK, mais là, en ce moment, tu l'as pas écouté pour le show. Non, ce que j'ai fait, j'ai écouté le Raw d'avant. Ça, je l'ai fini. Okay.
Je le mets un peu en situation, comme quand j'ai dans le faire, je le fais. Là. Ouais. Puis, non, je vais checker le show encore, mais de mémoire, là, à part le main event. OK. Ben, c'est correct. Mais c'est ça que je veux voir le plus. Fait que, tant mieux. Puis évidemment, qui dit chaque mois du podcast dit biographie. Et oui, et là, on va y aller avec une biographie de Mme Luna Vachon, qui a eu, Une an évidemment, oui, exact, une très bonne valet, mais aussi une très bonne lutteuse qui n'a pas eu la chance peut-être d'exprimer tout son talent au niveau in-ring à la WWF. Évidemment, si vous avez un peu écouté le documentaire Dark Side of the Ring, il en parle beaucoup. Il y a Madusa, entre autres, qui parle de Luna Vachon, comme quoi que ça aurait pu être quelqu'un de mis beaucoup plus en avant, mais avec son look un peu, évidemment, elle a eu des problèmes. Après ça, on va couvrir aussi sa relation qu'elle a eue avec, j'oublie son nom parce que je veux le dire, là, comme d'habitude. Mais avec, voyons, le lutteur. Gangrel? Gangrel, c'est ça. Voyons, pourquoi j'oublie son nom? Avec Gangrel. Okay. Fait que, qui était avec elle, mais qui était aussi un très bon partenaire, même après leur relation. Fait que, ouais. On va en parler de long en large. C'est triste, mais elle a fait de très belles choses dans le monde de la lutte. Ouais. Biographie qu'on devait faire l'année passée, mais avec le décès de Bray Wyatt, on avait fait ça à la place. Fait que, on l'a fait cette année. C'est fou. Ouais, j'aurais aimé mieux la faire l'année passée. Ouais, oui, bien sûr. Et puis là, je sais qu'on vient de dire qu'on fait plus de WCW, mais il reste un show de WCW à reviewer le mois prochain pour un autre rétro review d'Halloween, évidemment. Wink, wink, clin d'œil. Ben, tu sais, Halloween, qu'est-ce que c'est ça, ce poster? Halloween à Vic. 90, donc un show de WCW, mais vous le savez, si vous écoutez le podcast depuis longtemps ou si vous voyez un peu nos listes de lecture un peu partout, à chaque année, on fait un Halloween Havoc et cette année, il ne fera pas différent. Donc, Halloween Havoc 90, on plonge dans vraiment le vieux WCW que je trouve que, oui, c'est moins cool que ceux qu'on a connus quand on était jeunes, mais beaucoup plus intéressant niveau match-up et combat. Donc, si vous êtes un vieux fan de lutte, Halloween Havoc 90 devrait vous intéresser. On vous en parle au mois d'octobre au podcast. Fait que le mois d'octobre, il va être rempli de beaux podcasts. Fait que manquez pas ça. Puis évidemment, aussi, on a ça qui est à toutes les semaines. Oui, à travers la table, évidemment, nos rendez-vous avec nos entrevues, lutte moderne, lutte actuelle. On va parler d'un peu de tout, lutte québécoise. Fait que, on vous réserve des belles surprises et évidemment, on ne vous dit pas les invités tout de suite, on ne vous dit pas tout ce qui va se passer sur le show, mais il va y avoir des petits changements aussi qui s'en viennent avec ce show-là. Pas majeur, mais il va y avoir des petits ajustements parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la lutte aujourd'hui, honnêtement, avec WWE, AEW, puis je pense que ça vaut la peine d'en parler un petit peu plus. Des changements très dioses. Très, très dios, oui, exact. Et avant de terminer officiellement le podcast, de vous souhaiter la bonne nuit, la bonne journée ou whatever, ben, on vous rappelle d'aller faire ça sur Internet. Ouais. Ben, votez pour votre équipe préférée à chaque jour. Sur Facebook et Instagram, on va dévoiler un match tag team, donc un bracket de 16 personnes pour déterminer le meilleur tag team de tous les temps selon les 16 équipes qu'on a déterminées. C'est important de se dire que c'est peut-être pas la meilleure équipe pour vous, mais pour les 16 équipes qu'on a déterminées. Évidemment, ça va être à partir de demain, si vous écoutez le podcast, la même journée qui sort le dimanche. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin du tournoi qui va être quoi, à peu près 2 semaines? 2-3 semaines? 2 semaines et demie, à peu près. C'est ça. Comme d'habitude, puis on va parler du gagnant sur le pied du tournoi, du bracket sur le podcast et aussi sur les réseaux sociaux à chaque jour. Manquez pas ça. Oui, exactement. Manquez pas ça, mesdames, messieurs. Marco, c'est terminé. Bravo. Yes! Oui, merci. Toi aussi. Puis on se reparle. La prochaine fois qu'on se reparle, c'est à travers la table. On a un gros show qui s'en vient à travers la table. Évidemment, on va vous raconter nos mésaventures, surtout. Ben, on va raconter le voyage. Là. Ouais, New York. C'était plus New York, là, mais quand même. Rocambolesque. Rocambolesque, t'as-tu dit? Rocambolesque. Les rats, les souris. Ah, ok, c'est un calembour, parfait. C'est un jeu de mots, hein. Parfait. Good. Calembour, souris. Bref, on vous laisse là-dessus, mesdames, messieurs. N'oubliez pas, surtout à la maison. Allez, bah!